8h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Maître Déborah Journeau, bonjour. Merci Bonjour, d'être Lise. avec nous. Alors, vous êtes à la tête de l'association Action Avocat. Quelques mots tout d'abord sur l'association. Merci Lise. Alors effectivement, nous sommes un groupe d'avocats bénévoles. Nous sommes près de 800 à œuvrer depuis la date de création de ce groupe qui remonte au 25 octobre. Nous étions dans un premier temps une cinquantaine. C'était vraiment mon entourage proche. Oui. Et ensuite, on a élargi aux non-juifs, parce qu'il faut dire la réalité, c'est qu'au début, je ne me sentais pas de demander à mes confrères non-juifs de nous rejoindre. C'était un tort, puisque j'ai eu des témoignages extrêmement forts de gens qui m'ont dit je ne suis pas juif, mais j'ai une âme juive. Et je pense à une personne en particulier qui m'a dit ça, et ça m'a vraiment... Ça vous a vraiment ému? Ça m'a énormément ému, et évidemment, on continue à œuvrer ensemble. Et puis petit à petit, les gens ont parlé de notre groupe, et aujourd'hui, nous sommes donc 800 avocats. De toutes origines, c'est important de le préciser. Alors, de toutes origines, alors on va pas se mentir, Majoritairement quand même juifs. Majoritairement juifs. Je dirais qu'on est entre 10 à 15% de non-juifs. Mais quand même, et sur toute la France. Sur toute la France, alors essentiellement à Paris, parce qu'on est le plus gros barreau. Bien sûr, 34 000 c'est avocats normal. à Paris, donc c'est Oui, normal. Mais on a des avocats de Lyon, de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Perpignan, de Strasbourg, qui nous ont rejoints. Et donc l'objectif de notre groupe, c'est de faire des actions de lobbying, de faire pression sur les institutions, sur le gouvernement, sur les ONG, pour que les choses changent. Parce que jusqu'à présent, on avait vraiment une vision, notamment des ONG pro-palestiniennes. Et nous, notre objectif, c'est de faire pression pour qu'ils cessent ce pris parti, qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui souffrent des deux côtés et qu'on ne peut pas communiquer à 99% sur la population palestinienne et laisser un 1%... Et laisser le 7 octobre de côté. Exactement. Donc voilà, notre travail, c'est essentiellement celui-ci. Et puis, faire pression sur la communication autour des otages, la communication autour des fonds publics qui sont utilisés, les fonds publics français qui sont utilisés et envoyés à Gaza. Et on a vu la problématique, avec l'UNRWA, la problématique autour de l'UNRWA. Donc voilà, on fait vraiment des actions presque coup de poing, j'ai envie de dire, avec des courriers qui sont signés nommément par chacun des avocats, parce que, je le rappelle, nous sommes une profession réglementée. On a une déontologie qui nous est propre, et donc chaque avocat engage sa propre responsabilité lorsqu'il signe ce courrier, même si nous sommes un regroupement d'avocats. C'est vraiment une volonté qui est personnelle, parce qu'on n'est pas obligé de signer. J'ai certains confrères qui me disent qu'ils ne veulent pas signer tel courrier, et c'est leur choix, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas avec nous sur d'autres actions. Bien sûr. Alors, vous revenez d'Israël, vous êtes revenu juste avant Shabbat. Vous avez fait donc un voyage organisé par votre groupe Action Avocat. Comment est-ce que le voyage s'est organisé? Et apparemment, un voyage dont on ne revient pas indemne, et pour cause. Oui. Alors, moi, j'avais en tête que... il y avait un sens, après ces quasiment 5 mois d'action en France, à aller sur place pour se rendre compte de la réalité, mais la réalité pas fictive qu'on voit derrière un écran, mais la réalité, La réalité visuelle, sentir les choses, réellement aller au contact de la population. Donc j'avais proposé ce voyage, j'avais fait un petit sondage pour voir s'il y avait des confrères qui seraient intéressés, et j'ai été agréablement surprise puisque nous sommes partis, nous étions 32. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même une vraie organisation, c'est un quart complet. Le barreau de Paris nous a envoyé un représentant, donc nous avons eu un membre du Conseil de l'Ordre qui nous a rejoints dans ce voyage. Donc ça a rendu notre voyage officiel. C'est donc un voyage d'avocats parisiens pour le coup, parce qu'il n'y avait pas... Alors non, excusez-moi, j'ai 2 Lyonnaises que je salue d'ailleurs qui nous ont rejointes, 2 consoeurs de Lyon. Mais donc c'était un voyage d'avocats français rejoint par le barreau de Paris. Et l'objectif principal, c'était de rencontrer, j'ai envie de dire presque chaque strate de la population israélienne, de l'agriculteur à nos confrères évidemment du barreau d'Israël, rencontrer également des rescapés qui étaient sur le terrain, que ce soit des policiers, rencontrer des familles d'otages, rencontrer des familles de victimes également, et également rencontrer la réalité du terrain, c'est-à-dire l'armée.
ceux qui œuvrent également depuis 5 mois et qui ont peu de repos pour préserver le pays et nous débarrasser de cette menace terroriste. Alors, vous êtes resté combien de temps en tout pour faire tout ce programme incroyable ? Alors, soyons clairs, on a eu un programme extrêmement intense. Oui. Il n'y a pas eu de pause du tout. Oui. Je tiens d'ailleurs à remercier Céline Corsia, qui est la personne qui nous a aidé à organiser ce voyage. Nous sommes arrivés lundi soir. On a enchaîné directement avec, vous savez, il y a des bénévoles en Israël qui organisent des barbecues Oui. pour distraire un petit peu, faire déconnecter les soldats oui. de leur quotidien. Donc nous y avions participé. On a organisé grâce à un mécène qui nous a offert ce barbecue parce que c'est particulièrement coûteux. Il faut savoir que les bénévoles, ça leur coûte entre 2, 3, 4 000 euros pour organiser chaque barbecue pour les soldats. Donc nous sommes rendus à la frontière vraiment de Gaza. On était à 1 kilomètre de Gaza. Quel effet ça fait ? Vous avez dû entendre des explosions, c'est ce que me disent d'autres témoins. Oui. On était en train de discuter, il y a de la musique, voilà, il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant, et puis soudainement, et vous avez votre visage qui est aspiré par la pression en fait. Donc on a eu 3 tirs. Alors c'était des tirs de Tsahal vers Gaza, c'était pas des tirs qu'on recevait, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant et vous êtes directement mis dans le vif du sujet. C'est un pays qui est en guerre. Ça se ressent pas forcément lorsque vous êtes à Tel Aviv, mais quand vous allez à la frontière et que vous êtes au milieu des soldats, oui, le pays est en guerre et en guerre très active. Oui. Donc on a commencé par ça dès qu'on est arrivé. Ensuite, le lendemain, on a enchaîné directement avec une mission de bénévolat auprès d'un producteur de citrons. Donc c'était les avocats qui cueillent les citrons. Oui. On a récolté... Oui, j'aime bien l'image. Donc vous avez fait la cueillette aussi pour soutenir. On a fait la cueillette pour soutenir cet agriculteur. On a récolté 4,5 tonnes de citrons. Ouais. Et vous étiez combien ? 32 avocats. Et 4 tonnes 5. 4 tonnes 5. Wow. Il était très très heureux parce qu'il nous a dit qu'on a sauvé sa récolte du mois de décembre. Donc c'était important d'être au contact, vous voyez, d'un agriculteur qui n'a plus il n'a plus de personnes pour l'aider à ramasser. Bien sûr, il n'y a plus de personnel, c'est pourquoi. Les Thaïlandais sont partis. Oui. Évidemment, il n'y a pas de Palestiniens qui viennent travailler. Donc ils se retrouvent, vous verriez ça, des champs immenses, pleins de citrons et qui sont en train de pourrir. Certains sont par terre. Donc voilà, c'était notre première action au contact donc de la population qui fait vivre le pays parce que économiquement parlant c'est compliqué. Ils nous ont expliqué que ils permettent aux agriculteurs de vendre un peu à la sauvette pour essayer de sauver les fruits pour pas qu'ils meurent parce que personne vient les récolter. Mais voilà, c'était notre première satisfaction. C'était assez drôle et on s'est senti, rempli de joie de pouvoir aider cet agriculteur. Donc ça, c'était la première matinée parce qu'on a récolté quand même on s'est levé très tôt. On a récolté toute une matinée. Oui. Ensuite, on avait un petit temps libre et nous avions le soir une réception qui était organisée. Je m'excuse, c'était où donc ces champs de citronniers ? Je me rappelle plus de la ville exactement. Enfin, c'était dans le sud. Oui, c'est dans le sud. On était à 1 heure de Tel Aviv. D'accord, parfait. Oui. Le soir, on a donc le barreau d'Israël qui nous a fait l'honneur d'organiser une réception pour notre délégation d'avocats. Alors, vous parlez quelle langue avec eux ? Alors moi, malheureusement, je ne parle pas hébreu. Oui. Mais j'ai promis que la prochaine fois que je retourne en Israël, je saurais dire quelques mots. Bon. Donc, inscription à un ulpan, etc. Exactement, parce que c'est assez frustrant. Mais bon, les Israéliens parlent très bien anglais. Ils parlent l'anglais, On a échangé essentiellement en anglais. Mais donc, ça a été un moment d'échange avec nos confrères sur la situation actuelle. Mais oui. Je pense qu'il est important de se rendre compte que même quand on est avocat en Israël actuellement, votre vie est totalement chamboulée, votre vie professionnelle, parce qu'on demande des bénévoles également. Voilà, j'ai rencontré un confrère qui est bénévole et qui est policier à côté de son job d'avocat. C'est assez étrange. Je ne me vois pas être policier, moi, en France, voyez, alors que je suis avocat. Mais en même temps, vous n'avez peut-être pas fait l'armée, donc c'est pour ça. Non, j'ai pas fait l'armée. Oui, eux font l'armée et c'est complètement différent. C'est un univers différent. C'est un univers complètement différent. Vous voyez, voir qu'ils sont obligés d'être armés actuellement. On avait donc les bâtonniers qui étaient présents et qui étaient armés, qui nous expliquaient qu'ils n'avaient pas le choix et qu'aujourd'hui, ils sont tous armés.
Donc voilà, ça a été un temps d'échange sur évidemment. Oui, je confirme parce qu'on a eu des Israéliens qui sont venus à Paris qui nous ont dit mot pour mot la même chose. C'est la nouvelle réalité d'Israël, c'est que les gens sont armés. Les gens sont armés. Et puis là, en plus, on avait le président du barreau du district sud. Donc évidemment, quand on habite dans le sud d'Israël, on est obligé d'être armé. Peut-être pas dans le centre de Tel Aviv, mais en tout cas, quand on habite au sud, c'est une évidence. Donc ça a été un temps d'échange, évidemment, sur la profession, leur vie au quotidien. Le lendemain, c'était notre grosse journée. On est parti à 6h30 du matin pour se rendre dans les kibboutz du Sud et au festival de Nova, là où a lieu le festival de Nova. Oui. Et là, ça a été très dur. Oui. Parce c'est la réalité de plein pot. Là, c'est la réalité, c'est la confrontation à l'horreur, mais une horreur qu'on n'imagine pas, en fait. Pourtant, on croit l'imaginer avec tous les détails qu'on a eus. On pense avoir touché le fond, mais quand on y est, c'est une dimension supplémentaire. Quand vous y êtes, vous pourriez être celui ou celle qui est attaqué. Vous voyez Gaza en face de vous, parce que les kibboutz sont juste en face. Oui. On les visualise, il y a des champs, puis c'est la barrière, puis les kibboutz. Mais moi, personnellement, ce qui m'a choquée et qui me perturbe encore aujourd'hui, c'est cette vie qui est suspendue, en fait, parce que tout est resté comme ça. Vous avez des chaussures, des vêtements, la cuisine qui est avec encore, je ne sais pas, ses épices. Et puis cette odeur qui, 5 mois plus tard, est toujours présente. Alors, moi, j'ai un odorat particulièrement développé et je peux vous dire que voilà, mais j'ai eu l'estomac complètement retourné après cette visite. Au-delà du visuel, il y a une ambiance qui est particulière et vous ne pouvez pas revenir indemne de cette visite. Bien sûr. Nous avons rencontré un confrère, d'ailleurs c'est un avocat qui habitait donc à Kfar Aza. Nous sommes rendus à Kfar Aza. Ils ont toujours des habitants du kibboutz qui sont retenus otages à Gaza. Et ils nous ont expliqué en fait que ce kibboutz, c'est un kibboutz de la paix. Et je pense que c'est vraiment important. Oui, que c'est les vrai, gens ce sont les se rendent compte. kibbutzim de gauche, souvent affiliés à la Shomerat Tzaïr. Exactement. Moi, je n'avais pas conscience de cette différence entre les kibboutz qui ont été attaqués, qui sont des kibboutz de gauche, des kibboutz de la paix. Ce sont des gens qui ne sont pas armés, ce sont des pacifistes. Mais oui, ce sont des gens qui faisaient travailler les Gazaouis, qui font travailler les Palestiniens de manière générale. Et soigner les enfants, les adultes. Oui. Les aider, qui leur tendaient la main. Et vous avez les kibboutz plutôt d'extrême droite, plutôt très religieux, qui eux sont armés et qui n'ont pas été attaqués. Et chez qui sont allés se réfugier les gens qui habitaient dans les kibboutz plutôt pacifistes. Alors Déborah Journeau, qu'est-ce que vous en concluez justement ? J'en conclus que malheureusement, je pense qu'on ne peut jamais faire confiance à celui qui se présente finalement comme votre ennemi, parce que moi, ce que j'ai vu de mes propres yeux, et ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, il parle de 2 vagues en Israël. Il parle de... Alors oui, racontez-nous. Oui. Donc en fait, l'attaque du 7 octobre, même si on a tout décrit, bien sûr, on parle presque que de ça à Radio J, si j'ose dire, et c'est bien normal. En fait, l'attaque a eu lieu en 2 vagues. Alors, la première vague, c'était 6h du matin, je crois. Voilà, à 6h du matin, c'est les hommes du Hamas qui entrent. Voilà. C'est les hommes militarisés, qui sont équipés, qui ont des voitures, qui ont des armes, et qui viennent pour tuer tout ce qu'ils trouvent en réalité. Oui. Tuer, violer, massacrer, torturer, tout ce que vous voulez. Enfants, femmes, adultes, vieillards, peu importe, ils viennent pour tuer. Parce que la charte du Hamas, c'est tuer tous les juifs. Que ce soit vous, moi, les Israéliens, il n'y a pas de différence à faire. C'est ça la réalité, il faut le dire. Oui, c'est ça la réalité. C'est vrai. Et ensuite... je rappelle donc 1490 morts. Exactement. J'y tiens, le chiffre est important. Exactement. Donc eux, ils n'ont pas fait de distinction. Ils sont venus pour tuer, pour vraiment disséminer la population juive. Et ensuite, vous avez cette seconde vague dont ils nous ont parlé. Et là, c'est des Palestiniens qui sont venus. C'est-à-dire des civils palestiniens, pas forcément, entre guillemets, barbares, entre guillemets. Pas forcément des barbares, alors, quoique. Mais vous voyez, on a rencontré le père de Omri, qui est toujours otage à Gaza, un homme extraordinaire, qui nous a transmis
évidemment sa peine, mais aussi son savoir. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que Omri, en l'occurrence, c'est les dires de sa belle-fille, parce que sa belle-fille a été prise otage au sein du kibboutz, Oui. et puis finalement, elle n'a pas été emmenée à Gaza, avec sa fille de 2 ans et demi et son bébé de 6 mois. D'accord. Ce qu'il nous explique, c'est que les hommes qui sont venus chercher son fils, c'est pas le Hamas. C'est pas le Hamas parce que le Hamas, lui, ils auraient tué et Tout de suite. Ils auraient tué tout de suite. Là, il dit que ce sont des Palestiniens qui sont quand même croyants et que dans le Coran, on ne tue pas. Enfin, il n'est pas écrit tu tueras ton ennemi juif. C'est pas écrit comme ça en tout cas. Et du coup, il dit ils sont venus et ils ont dit soit vous nous suivez, donc les hommes, on vous prend en otage, soit vous nous suivez, soit on tue tout le monde. Mais ils n'ont pas tué automatiquement. D'accord. Et donc il nous dit voilà, il y a ces 2 vagues. Il faut en avoir conscience. C'était vers quelle heure la deuxième vague, le 7 octobre, Déborah Journeau? Écoutez, je n'ai pas une heure précise, mais en tout cas, ce qu'il nous explique, c'est qu'il était en contact avec son fils par message uniquement pendant qu'ils étaient dans la salle de sécurité et qu'il a perdu le contact avec son fils vers 10h30. Donc, vous voyez, très, très peu de temps après. Oui, vers 11h, oui. Et son fils lui avait dit que les terroristes, donc, est-ce que c'était les hommes du Hamas ou est-ce que c'était déjà les Palestiniens civils qui étaient dans le village? Dès 6h30 du matin, quand il échange avec son fils lui dit on n'échange que par message. Je rentre dans la salle de sécurité, je prends 2 couteaux de cuisine parce que je ne suis pas armée. Voilà. Le kibboutz est rempli de terroristes. Donc c'est très très tôt. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des hommes du Hamas et ensuite des civils sont arrivés? Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, donc Omri a été pris pour otage avec d'autres otages de Alors justement, les otages, vous avez rencontré des officiels israéliens. Concrètement, j'imagine que vous leur avez demandé quelle était la situation des otages. Où en est-on? Alors, on ne nous donne pas réellement d'informations. On n'en a pas. Non, on n'a pas réellement d'informations. Alors, on a rencontré le consul de France de Tel Aviv qui nous a expliqué que la politique de la France, en tout cas, c'est de communiquer le moins possible parce que leur expérience, c'est que plus on parle des otages, moins on a de chances de les récupérer. Donc, c'est pas la première fois que j'entends ça, parce qu'en l'occurrence, quand on a été à l'UNICEF, ils nous ont parlé de cette shadow negotiation. Donc, il y a les négociations de l'ombre. Et moins on parle, moins l'otage coûte cher. Autrement dit, nous, Français, qui avons érigé un petit peu Kfir et Ariel, notamment, comme. Oui, j'étais en train d'y penser. On en a beaucoup trop parlé de la famille Bibas. Exactement. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Exactement. On ne sait pas. Donc, du coup, je ne sais pas qui a raison. En tout cas, la politique de la France, c'est de ne pas communiquer. Oui. On nous a dit que énormément de choses étaient faites. D'ailleurs, lors de notre échange avec le consul, on a fait un petit peu un point sur tout ce qui a été fait par la France dès le 8 octobre. Bien sûr. Et je pense qu'on peut dire que l'État français n'est pas resté de marbre et continue à lutter, pour les otages. Il reste 3 otages franco-israéliens. Exactement, mais pas seulement pour les otages. Mais pas seulement. Également pour les victimes, parce qu'il y a des victimes. C'est bien de le dire, Déborah Journeau. C'est très important. C'est important parce qu'il faut que les Français de confession juive ou même de confession non juive se rendent compte que la France a bien conscience que ses ressortissants ont été touchés. Il ne faut pas oublier que la France est l'État le plus touché parmi les victimes. On a 42 morts. On a toujours ces 3 otages. On avait d'autres otages qui étaient retenus, qui ont été libérés depuis. Mais la France n'a pas été inactive et je pense que c'était important en tant qu'avocat, en tout cas pour nous. On voulait vraiment avoir... Vous avez concrétisé l'action de la France. C'est très important. On voulait un panel général pour entendre exactement chaque intervenant en Israël, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'a fait la France. C'est important parce que nous sommes avant tout français. Bien sûr. Alors, maître Déborah Journeau, vous avez rencontré aussi, je crois, des réfugiés qui ont dû quitter leur maison, leur région, parce que c'est devenu d'ailleurs, on peut en parler au présent en ce qui concerne le Nord, une région très dangereuse. Ah oui, évidemment. Sous les bombardements. Là, tous ceux qui habitent à la bordure nord ont été délocalisés. Ce sont des réfugiés au sein de leur propre pays. C'est important parce qu'on nous parle beaucoup de réfugiés. C'est un mot qui est dans la presse continuellement. Mais on a nous-mêmes des réfugiés au sein d'Israël. Ils sont dans les hôtels. C'est des enfants qui sont déscolarisés pour la plupart. On parle d'un retour, mais
pas avant le mois de septembre, voire le Oui. mois de décembre l'année prochaine. Ah oui. Enfin, fin d'année, vous vous rendez compte comme c'est loin. Donc, oui, Et les enfants ne sont pas rescolarisés dans les villes dans lesquelles ils sont réfugiés. Alors, peut-être que certains sont réfugiés, sont rescolarisés, pardon. Mais très peu. Mais en tout cas, nous, on a pu constater, même dans les hôtels où on était, qu'il y avait des familles avec beaucoup d'enfants, en fait, qui sont là. Ah oui. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué également, c'est que vous voyez toute cette population qui est entre 21 et 18, je dirais même entre 18 et 35 ans, Oui. elle n'est pas là. Oui, alors ça, vous me l'avez dit justement. Donc, on les voit plus dans la rue, à Tel Aviv, à Jérusalem et partout. Non. Ce qu'on voit, c'est évidemment les 13-18 ans qui ont l'air d'avoir entre 21 et 30 ans. Oui, tellement Parce ils ont qu'ils mûri sont d'un coup. Voilà, ils sont rattrapés par la vie. Ils vivent, j'ai envie de dire, à 100 à l'heure, sans discussion. Ils profitent. C'était un jour férié, mardi, puisque c'était le jour des élections municipales en Israël. Oui. D'ailleurs, connaissez-vous beaucoup de pays en Oui, guerre en qui guerre, organisent des élections? Non. Moi, je n'en connais pas. Donc, voilà, on était Si, agréablement... vous en connaissez Oui, un maintenant, j'en maintenant. connais un. Mais voilà, on était agréablement surpris de voir que la démocratie continue en continue Israël. à fonctionner à fond. Et donc, ce mardi, c'était les plages étaient remplies de jeunes entre 13 et 18 ans qui font la fête et qui profitent comme ils le peuvent. Alors, pour terminer, vous avez rencontré aussi, évidemment, des Israéliens... entre guillemets lambda, si j'ose dire, qui ont partagé avec vous leurs sentiments, je crois. Oui, alors le sentiment général, évidemment, c'est on se bat, on sait pourquoi on se bat, parce que finalement, comme le disait Golda Meir, on n'a nulle part où aller. C'est notre seul pays. Donc ils se battent sur tous les fronts. La vie est en suspens. Mais vous voyez, je suis allée à Ouchouka Carmel et l'effervescence, elle est toujours là. Il y a de la musique. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, les gens sont là, viennent faire leurs courses. Et évidemment, dès que vous discutez un petit peu, je ne sais pas combien de personnes j'ai pris dans mes bras durant ce voyage. Oui. J'ai pris tellement de gens dans mes bras durant ce voyage, mais de manière très spontanée. C'est-à-dire Oui, que bien sûr. le lien est tellement fort, on se parle, je leur dis qui nous sommes. Et je crois qu'ils sont très reconnaissants qu'on vienne et tout. Extrêmement reconnaissants. Ils nous ont dit que... alors, les Français, on n'a pas très bonne réputation de manière générale en Israël. Oui. Et ils nous ont dit que la solidarité des Français est juste extraordinaire. Oui. C'est ce que disent aussi les Israéliens qui viennent à Paris. Déborah Journeau, j'aurais bien continué avec vous à en parler. En tous les cas, merci pour ce témoignage très émouvant. Je sais que vous repartez bientôt. Le studio de Radio J vous est ouvert. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'association Action Avocat. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Lise. Radio